pédagogique sera en un sens une manière postmoderne et personnelle de tuer le Dieu de la révélation qu'on n'a pas fini de tuer à travers ces trois métaphores. Cette pensée nietzschéenne récuse à l'avance tout compromis, car elle place chacun de nous en face de lui-même, dans un face-à-face qui est encore plus terrible que l'hétérotopie du miroir, ou la fausse hétérotopie du miroir dont parlait Michel Foucault dans un petit texte à Tunis, prononcé en 1967 sur l'hétérotopie ou espace. Son caractère engagé, entre guillemets, ne l'a fait nullement sombrer dans le jeu d'une brillante rhétorique sentimentale, et encore moins dans l'esprit de système qui est cher à Hegel, à Spinoza ou à Leibniz. Et c'est ce qui est très difficile chez Nietzsche, comme d'ailleurs chez Benjamin, c'est cet esprit très subtil qui refuse de se laisser emprisonner dans une camisole de force du système, mais aussi dans une rhétorique brillante et superficielle. Être inactuel, au sens où Nietzsche l'entend, ce n'est pas seulement penser et vivre contre son temps, être dans l'anticonformisme dont parlait Benjamin dans ma citation de départ, encore moins échapper à toute temporalité, c'est-à-dire être en dehors de son temps. Cela suppose, selon Nietzsche, une réforme de la temporalité elle-même. Et donc, par sa radicalité, la critique nietzschéenne à coup de marteau, pour reprendre une formule célèbre, semblable en cela à la critique freudienne, interdit les fausses solutions du nihilisme passif contemporain. Car les valeurs sont à la fois constitutives de la réalité et fausses, illusoires, ce sont des idoles, pour reprendre la terminologie nietzschéenne. L'idole est l'unité d'une forme de la volonté, de vérité et de l'erreur qu'elle exprime. Donc, et c'est ça qui est complexe, au fond, c'est cette distorsion. Le monde ne peut se ressembler à nos yeux, ces divers composants, tisser une cohérence, qu'à la condition qu'un réseau de valeurs assure a priori cette cohérence. Les valeurs permettent, dans une culture donnée, l'apparition du vrai, de la véracité, et pas de la vérité avec un grand V qui lui rappelle chez Nietzsche trop la théologie et la métaphysique. Elles sont erreurs, dit Nietzsche, en un tout autre sens. Elles trahissent un certain degré de renoncement de la volonté de vie à elle-même. Pour que du vrai et donc de la vie soit possible, il faut que d'autres modes de la vérité ou d'autres valeurs soient anéantis. Il faut, pour employer un terme plus moderne, il faut une forclusion de certaines formes du vrai pour que d'autres voient le jour. Voici ce que dit Nietzsche dans un texte, d'ailleurs je ne sais même plus où je l'ai tiré, mais enfin peu importe, ouvrez les guillemets. Considérons enfin quelle naïveté il y a à dire. L'homme devrait être fait de telle manière. Point d'exclamation. La réalité nous montre une merveilleuse richesse de types, une exubérance dans la variété et la profusion des formes, et n'importe quel pitoyable moraliste des carrefours viendrait nous dire, non, l'homme devrait être fait autrement. Il faut donc, pour Nietzsche, distinguer entre le vrai, comme production d'un discours, effet des valeurs, le vrai, et le distinguer de la vérité de la vie, de la volonté de puissance, de l'éternel retour, qui ne fait jour que dans certains discours et pratiques. On l'a accusé de relativisme, et de nihilisme dans un certain sens, mais ce relativisme, s'il récuse l'absolu et toute réification des sens éternels, entre guillemets, ne nous voue pas au n'importe quoi, ou au tout de suite, débouchant sur une espèce d'existentialisme mondain et dérisoire de la société du spectacle, car au-delà de la critique se révèle la possibilité chez Nietzsche d'un nouveau sacré
engendrée par la force de la volonté de l'artiste et du désir noble par-delà le bien et le mal. Donc, aux facilités de la libre pensée, et ça revient très souvent dans les textes de Nietzsche, comme aux consolations de la foi, ce penseur à coups de marteau, qui est iconoclaste au fond, c'est-à-dire briseur d'idoles, au sens littéral du terme, oppose la terrible exigence de la véracité qu'on retrouvera chez Foucault, et qui est bien sûr très nietzschéen et pas du tout hegelien sur ce point. Alors, le jeu et l'enjeu de ce séminaire sur les métamorphoses du divin et de la vie, c'est comprendre Nietzsche. Ce n'est peut-être que parcourir avec lui l'itinéraire existentiel qui, récusant toute méthode à la Descartes, fait surgir problèmes et perspectives, remet en perspective dans une espèce d'approfondissement philosophique de l'existence vécue. Car chez Nietzsche, on ne peut séparer dans l'œuvre, séparer ce qui vit et ce qui se dit. C'est pourquoi, à la différence notamment des philosophies spinozistes, kantiennes et hegeliennes, la philosophie nietzschéenne demeure inaccessible à une pure connaissance de l'entendement. Si ainsi parlait Zarathustra, ce que Nietzsche dit de Ainsi parlait Zarathustra, c'est ce livre pour tous, qui est demeuré en fait, dit Nietzsche, un livre pour personne. Et là, vous ouvrez les guillemets, livre pour tous, vous ouvrez les guillemets et vous fermez, livre pour personne, c'est l'expression de Nietzsche. C'est ce pourquoi on n'a pas l'expérience vécue, on n'y a pas accès, dit Nietzsche. Pourtant, à qui sait lire et décrypter entre les mots et les choses, on retrouve, il est très admirateur d'Héraclite, qui lui, contrairement à ce que disaient les Grecs, ses contemporains, Héraclite n'est pas obscur pour lui. Il y a de très belles pages dans la philosophie à l'époque tragique des Grecs sur Héraclite, où Nietzsche est très proche d'Héraclite. D'ailleurs, ce côté au fond du mythe de l'éternel retour, il y a des fragments d'Héraclite où il vous dit, dans le cercle, le commencement et la fin coïncident. Bon. Et là, il y a un mot d'Héraclite qui m'inspire et qui est très, au fond, pour qui veut lire entre les lignes Nietzsche. Héraclite dit, le Dieu dont l'oracle est à Delphes ne dit ni ne cache, mais seulement signifie. Et là, c'est la traduction post-moderne de M. Jean-François Lyotard, qui était un de mes maîtres. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le Dieu, même qu'on a tué ou pas tué, ne dit ni ne cache. Il ne suffit pas de tuer Dieu pour avoir accès à la signification. Il faut aller la chercher. Et là, elle est entre les lignes, entre les choses, à la frontière des mots et des choses. Et Nietzsche livre le moyen de faire sienne cette œuvre écrite avec du sang, et qui révèle que le sang est esprit. Et là, je vous renvoie à Zarathustra, livre 1, traduction de Maurice de Candillac, du livre et de l'écrire, chez Gallimard, 1971. Il y a d'autres traductions d'ailleurs. Alors là, bonne question. Non, Zarathustra 1, c'est tout. Là, je ne suis pas assez précis. En effet, l'ensemble du texte nietzschéen s'éclaire et fait sens pour qui s'incorpore la vérité des trois métaphores. Alors, ce court texte fameux est en effet le fil d'Ariane qui permet au lecteur de s'engager dans le labyrinthe du récit nietzschéen. Il nous dévoile la trame de l'œuvre entière, et ça, c'est la thèse qu'a soutenue cet agrégé de philosophie, qui d'ailleurs a dû, entre-temps, passer sa thèse sur le désir chez Hegel et Nietzsche, puisque ça date même des années 70, Emmanuel David. Ce qui frappe d'abord, d'emblée, c'est que les trois figures symboliques du chameau, du lion et de l'enfant ne se laissent réduire à aucune détermination conceptuelle, les figeant en essence univoque. Et là, en ce sens, Nietzsche n'est ni Kant, ni Hegel. Il est toujours
fluctuant. L'évolution par transfiguration qui nous est ici exposée dans ces trois métaphores peut en effet se lire à plusieurs niveaux et de différents points de vue. D'emblée, le texte, dans sa rigueur signifiante, laisse pourtant place à plusieurs interprétations. Et c'est ce qui caractérise l'ensemble du texte nietzschéen, c'est ce pluralisme, cette multiplicité des points de vue et des significations liées à la surdétermination incluse dans toute parole tenue par un vivant pour fixer le flux du devenir. Je vous parle à un certain point de vue, je vous balance des flux là. Mais en fait, vous prenez, au fond, c'est ce pluralisme qui est là. Le mythe de l'éternel retour, évidemment, ce n'est pas exactement le retour du même, ça serait trop simple. Les trois métaphores sont d'abord la transposition poétique de l'itinéraire spirituel de l'individu Friedrich Nietzsche. Le chameau, prenons donc la première métaphore, le chameau symbolise, et attention, vous avez lu évidemment le cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, à la différence le symbole, à la différence de l'allégorie, ne se réduit pas à l'expression d'un concept par une image. Essentiellement surdéterminé, le symbole se caractérise par le caractère, ouvrez les guillemets, naturel de la liaison signifiant-signifié. Et là, ici, ce chameau qui symbolise, il symbolise quoi, ce chameau? Il symbolise le garçon trop sage, ce jeune Nietzsche, que ses camarades d'école appelaient le petit pasteur, ouvrez les guillemets. Et aussi, il symbolise le jeune et brillant professeur de philologie de l'université de Bâle, l'admirateur passionné de Schopenhauer et de Wagner. Alors, au respect du chameau, et là on est au niveau existentiel, là, on s'attaque à Nietzsche. Au respect du chameau succède, avec la maladie chez Nietzsche, par la folie, la remise en question radicale des valeurs et des savoirs établis accomplis par le lion. C'est le moment où Nietzsche trouve dans l'histoire comparée la science et la psychologie les instruments de sa logique du grand soupçon, de sa théorie du grand soupçon. L'enfant correspond enfin au Nietzsche, créateur de valeurs nouvelles, par-delà toute négation, c'est-à-dire l'enfant créateur. Et on retrouve d'ailleurs, assez curieusement d'ailleurs, un texte d'Héraclite, ça vient, je fais une allusion, là, où, quand Héraclite dit le temps, que d'ailleurs Lyotard, l'aion en grec, le temps, et le temps sur fond d'éternité, ou l'âge, que Lyotard traduit par âge, le temps est un enfant jouant, jetant les dés, royauté de l'enfant. C'est-à-dire que le temps est fondement et roi de tout. Et là, il y a aussi cette idée qui vient d'Héraclite, au fond, ce côté créateur, qui, au-delà de toute négation et de tout porteur d'idole du chameau. Et si ces trois figures rendent bien compte du devenir de Nietzsche, de l'individu Nietzsche, évidemment, ces trois figures sont beaucoup plus complexes et ne se réduisent pas aux simples étapes d'une évolution historique d'un individu donné à un moment T. En effet, soutient Emmanuel Dayet, le Nietzsche de la naissance de la tragédie est d'abord l'affirmateur de « Ainsi parlait Zarathustra ». C'est pourquoi les trois métamorphoses ne sont pas seulement la description d'une genèse, mais aussi la description et l'analyse d'une structure. Le chameau, le lion et l'enfant s'affrontent dans l'esprit comme des instances en lutte de la domination. De la lutte de ces forces émerge une force d'esprit dominante qu'il est légitime de désigner selon l'instance qui l'emporte. Ainsi, les trois stades du chameau, du lion et de l'enfant ne sont pas seulement une biographie, en un sens purement historique. Elles nous livrent aussi des éléments très intéressants sur la personnalité de Nietzsche. Mais ces trois métaphores
comme genèse et structure, valent bien au-delà de l'anecdotique et de l'individuel. En effet, à travers la reconstitution idéale du devenir de Nietzsche, elle donne à penser à l'interprète le comment devient ce que tu es, d'un point de vue anthropologique. Ces trois métaphores décrivent l'accession à l'être-soi de l'individu autonome. À la soumission et à l'apprentissage infantile succède la révolte de l'adolescent se libérant de la critique de toute autorité parentale ou scolaire, etc., ou de l'adulte, pour parvenir à l'indépendance créatrice de l'adulte qui peut devenir ce qu'il est, c'est-à-dire développer ses propres possibilités créatrices. D'un point de vue culturel, entre guillemets, artistique, scientifique ou philosophique, ces trois métaphores nous livrent le secret du génie, entre guillemets aussi, à la fois et successivement chameau, lion et enfant. À savoir, c'est ce qu'on fait quand on passe, par exemple, quand on est étudiant et qu'on passe l'agrégation en fin de parcours, c'est-à-dire un agrégat de connaissances, assimiler les savoirs, les faire savoir, les valeurs par la contrainte et le travail, pour mieux découvrir leur insuffisance, c'est-à-dire qu'on est des historiens de la philosophie, mais pas un vrai philosophe, ou un professeur de philosophie, mais pas un philosophe forcément. Et d'ailleurs, tous les grands philosophes, et Sartre, qui est sorti premier de l'agrégation en 1928, a d'abord été un historien de la philosophie avant de forger sa propre philosophie dans l'être et le néant, et ainsi de suite, on pourrait. Et donc, vous voyez, au fond, qu'on est tous, on passe par des stades, chameau, lion, et, dans le meilleur des cas, enfant, c'est-à-dire qu'on crée et qu'on devient soi-même, et qu'on invente sa propre philosophie. Et donc, au fond, il y a une contrainte qui est nécessaire, au fond. Et vous retrouvez Faraday, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration, c'est-à-dire de travail. Et le passage, par exemple, de l'agrégation, c'est pas du génie, c'est du travail. C'est pour ça qu'il y en a la plupart qui ont du mal à récupérer après, et ainsi de suite. Et donc vous avez sur ce côté chameau, etc., vous accumulez cela, et pour mieux, au fond, découvrir leur insuffisance, de ces savoirs qu'on nous impose, ou de ces religions qu'on nous impose, fais ceci, ne fais pas cela, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, etc., dans les moments où on les domine et qu'on les surmonte par la création. Enfin, dans la perspective historique, toujours entre guillemets, ces trois métaphores retracent l'histoire monumentale de l'Occident, passant de l'âge théologique et métaphysique à l'âge scientifique et positiviste, qui devrait lui-même ouvrir, par-delà le nihilisme, l'être du surhomme, pour reprendre la terminologie nietzschéenne. Nietzsche a non seulement pensé, mais vécu cela. Et c'est pourquoi, comme Hegel, Marx ou Freud, Nietzsche peut avoir conscience d'être une fatalité qui brise en deux l'histoire de l'humanité avant qu'il devienne fou, c'est-à-dire sans tomber dans un délire narcissique ou messianique et avant de succomber à la folie en fin de vie. Car ce que Nietzsche a découvert par un continuel dépassement de soi, c'est au fond la vérité ou la contre-vérité de notre culture judéo-chrétienne, comme non-sens et contresens, et la nécessité tragique d'une transvaluation de toutes les valeurs, quelles qu'elles soient. Voici ce qu'il dit dans le fragment posthume au printemps 1860, œuvre philosophique complète, tome 4, page 353, monsieur René. Qui a donné cette couleur au monde, dit Nietzsche, l'a plongé dans ces lueurs d'incendie. Ce furent les hommes des convulsions spirituelles, des paroxysmes de terreur et de ravissement des plus profonds abattements. Alors ici, homme, médecine, tragique, saint, etc.
On avait peur d'eux, on les croyait quand ils le voulaient, car ils étaient effrayants. Et ces trois métamorphoses ont donc une valeur exemplaire, parce qu'en transcrivant le sens de l'existence de Nietzsche, elles mettent au jour le sens, la signification, le sens, c'est-à-dire la signification et la direction de l'évolution de toute une tranche de notre culture occidentale, en nous assignant la tâche d'y mettre fin, en lui assignant une fin. Et là, je vous renvoie à deux textes fameux d'Excès Homo, ouvrez les guillemets, pourquoi je suis un destin, et de l'Antichrist, ouvrez les guillemets, loi contre le christianisme. Nous voyons au fond, à travers ces trois métamorphoses, du lion, du chameau, du lion et de l'enfant, qu'elles nous livrent le moyen d'interpréter l'interprétation de Nietzsche en nous révélant d'où et comment, où il part, son observatoire, et aussi son sens de l'aphorisme et du symbole. Ça nous montre au fond que tout système philosophique est une projection de la personnalité de son auteur, que ce n'est pas une création ex nihilo. Voici ce que dit Nietzsche, par-delà le bien et le mal, première partie, paragraphe 6. Chez le philosophe, au contraire du savant, il a parlé avant du savant, donc au contraire du savant, rien n'est impersonnel. Et sa morale en particulier donne un témoignage net et décisif de ce qu'il est, c'est-à-dire de la hiérarchie qui préside chez lui aux instincts les plus intimes de sa nature. Alors, vous voyez que c'est un vaste programme que j'ai seulement effleuré, qui est rempli d'embûches et d'embuscades, et que, au fond, il faut dépasser chez Nietzsche ces aphorismes à coups de marteau, ces sarcasmes et ces invectives contre le christianisme, parce que, au fond, c'est un auteur beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas seulement l'antichrist ou l'antichrétien. Dans le Crépuscule des idoles, dans l'édition de Flammarion, page 71, Nietzsche dit « Toute vérité est simple, n'est-ce pas là un double mensonge ?» Et je m'arrêterai là pour l'instant. La parole est à Monsieur René. Je te remercie beaucoup. Je croyais que tu continues. Non, là, je suis un peu fatigué. Eh bien, c'est ça que tu t'adresses à l'auditoire, moi aussi, puisque là, tu as abordé avec beaucoup de maîtrise et de comment pourrait-on dire, d'autorité, de synthèse, une œuvre qui n'en a jamais fini d'être rouverte, d'être étudiée. Par conséquent, là, il est certain que quand on parle de Nietzsche sur Nietzsche, on est toujours dans une situation un peu délicate, un peu embarrassée, parce que à la fois c'est quelqu'un que tout le monde, c'est là où l'expression un livre pour tous et pour aucun Kainen, je sais pas, c'est un pluriel, pour personne, pour tout ça, et pour Furkheim, pour aucun, c'est-à-dire c'est aucun, personne en particulier. Remarque qu'en français, on utilise bien le terme de aucun, mais dans un sens un peu particulier. On dit par exemple d'aucun, puisque tu citais Foucault, c'est Foucault qui, dans une formule un peu alambiquée, avait écrit d'aucun. Il a écrit dans l'archéologie du savoir à propos du langage, justement, et à propos
et à propos de l'écriture, à propos de la relation entre l'écriture et la personne, l'idée qu'il voulait en tant qu'auteur disparaître, perdre de visage. Et il a repris cette phrase dans une interview sous la forme... je crois que dans l'archéologie du savoir, il y a plusieurs, certains dont je suis écrivent pour n'avoir pas de visage, et dans une interview, il avait repris, je crois, mais ça peut-être que c'est ma mémoire ou ma lecture qui fait défaut, il avait écrit « d'aucuns dont je suis, d'aucuns », qui s'écrit aussi avec un pluriel, ce qui est un peu paradoxal, mais le kainen aussi c'est un pluriel, alors que kain veut dire pas un, mais on peut dire pas un au pluriel. Alors là aussi on peut dire pas un dans le d'aucun, c'est-à-dire ce n'est personne en particulier qui peut revendiquer une lecture de Nietzsche. Il y en a plusieurs, il y en a chacun qui a un petit peu sa vision et sa façon de l'aborder, sa façon de le lire. Je reviens donc à ce que je dis, que c'est toujours un peu délicat d'aborder, de lire Nietzsche. Il y avait Stéphane Nadeau qui avait fait cette année même ici, mais il avait fait également une grande thèse sur Nietzsche l'année dernière avec Brossat, qu'il a donné sous forme d'un livre, qu'il a présenté ici également cette année, qui était ce qu'il appelait une préparation à ce qu'il appelait comme annexe un vadémécum nietzschéen, c'est-à-dire Nietzsche, au fond, composant un ensemble, c'est pas un Nietzsche de poche au sens propre, mais enfin un ensemble qui peut être ouvert à loisir et qui peut aller en accompagnant. Je crois que c'est ça la façon dont on peut être accompagné par Nietzsche. Et toi, tu as bien montré dans ce que tu présentes la façon dont tu peux être accompagné par Nietzsche. Je ferai juste, parce que pour ne pas, moi, encore recouvrir cela par un discours, je ne vais pas me lancer, surtout là, après que tu viens de parler, dans un discours, mais je voulais simplement attirer sur deux points, sur un ou deux points, tout à fait minimes, tout à fait, j'allais dire des points ponctuels, mais enfin limités. Le premier, c'est une question qui fait que mes oreilles n'ayant pas très bien entendu, je te demandais de le répéter parce que tu as commencé par indiquer ce que tu as repris dans le courant de ton exposé, une relation entre Walter Benjamin et Nietzsche, où je n'ai pas compris si c'était un mot que Benjamin avait prononcé à propos de Nietzsche, ou si c'était une confrontation que tu faisais toi-même. J'ai démarré sur le mot le mot connu de Benjamin, qui ne s'adresse pas à Nietzsche, à savoir il faut lutter contre le conformisme de toute époque. Et au fond, Nietzsche a... Non, attends, c'était Benjamin. Est-ce que c'était... J'ai pas compris si c'était Benjamin parlant de Nietzsche qui dit qu'il luttait contre le conformisme de son époque. Ah bon, c'est parce qu'alors... Non, lui, c'est la formule de Benjamin est générale. Non, c'est au point de vue simplement de la phrase que j'ai pas compris. Il faut lutter, dit Benjamin, à la formule de Benjamin, c'est il faut lutter contre les conformistes de toute époque. Ah bon, c'est ça. Et moi, je prends la balle au rebond. Ah bon, c'est ça. Benjamin ne fait pas allusion à Nietzsche précisément dans ce texte. Et moi, je dis qu'il y a des allusions. Il y a une manière d'interpréter Benjamin comme une manière d'interpréter Nietzsche. Et moi, j'interprète Benjamin et Nietzsche un peu de la même manière. C'est-à-dire, je pense que c'est des penseurs anti-système et très subtils, très difficiles d'abord. Tout à fait d'accord. Le second point, il y avait deux points autres qui étaient liés.
Il y avait le premier qui était, justement, comme je dis, des points tout à fait minimes, tout à fait, si on peut dire, ponctuels. C'est que, par curiosité, j'ai recueilli parmi une moisson, parce que je n'ai pas été faire une pêche, c'est uniquement ce que j'avais sous les yeux, 3 traductions de ces quelques pages que tu avais pris comme exemple, les 3 métamorphoses, 3 traductions de Nietzsche, qui l'une est celle de Geneviève Bianchi, qui est la plus ancienne, l'autre celle de, je ne sais pas entre les deux quelle est la plus récente. Il y a celle de Maurice de Gandillac, qui est la traduction de l'édition des œuvres complètes de Collis, celle qui fait autorité en France à l'heure actuelle, et qui est de je ne sais pas quelle année, des années 80, 70-80, et il y a celle de Victor, non, en France, elle est 68, en Gallimard, c'est 71 pour la traduction française, et celle de Victor Goldschmidt, non, c'est pas Victor Arthur, comment s'appelle-t-il? Georges Arthur Goldschmidt, qui est un germaniste, auteur, écrivain, excellent et multiple traducteur, qui est dans le livre de poche, qui a aussi donné une traduction. Et je prenais un simple mot, un peu énigmatique, qui se trouve tout à fait à la fin. Donc c'est pas un commentaire que je fais, si c'est pour faire un commentaire, on en fera ensuite ensemble, mais c'était cette expression qu'il y a à la fin de je prends d'abord la traduction de Gandillac, puisque c'est celle que tu as pris, que tu as choisi, des 3 métamorphoses, c'est la première, le tout premier discours de Zarathustra. Il faudrait quand même, c'est ça, pour ceux qui n'auraient pas sous les yeux ou en mémoire, ou qui n'auraient tout simplement pas lu du tout Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra. Il faut voir comment ça se compose. Il y a un prologue, et après ce prologue qui est assez long, et il y a 4 parties écrites successivement pendant tout le cours, s'étirant sur le cours de 3 ou 4 années, et qui commence la première année, c'est la première partie, et la première partie, ça commence effectivement par les 3 métamorphoses. Alors ces 3 métamorphoses se terminent parce que ce sont des discours, ce sont des sortes de stances. La construction de Zarathustra est tellement bizarre qu'il est incontestable que ça demande toute une étude d'en parler. Donc je n'en parle pas là à l'instant même, mais je parle simplement de la fin. Alors il y a toujours une sorte de vaticination au sens propre, puis c'est un prophète. Bon, il vaticine, il parle, c'est dans le genre un petit peu des discours perses, puis c'est inspiré du Zarathustra, du Zoroastre perse, même si ça ne retient pas du tout ses idées, ou alors des discours du Bouddha, etc. Donc c'est une sorte de style qui est devenu assez familier, bien qu'à l'époque de Nietzsche, il était très original et très curieux. Même à l'heure actuelle, c'est un peu familier parce que ça a été utilisé de différentes manières, mais c'est encore une fois quelque chose qui n'a rien du tout, tu as raison de l'avoir indiqué, tu dis ça ne correspond pas à une pensée de l'entendement, oui, ça n'a rien de démonstratif, ce sont des affirmations, des invocations ou des affirmations. Alors ainsi parlait Zarathustra, et alors il séjournait dans la ville qu'on nomme
On n'en dit rien de plus, rien de plus. S'il y avait des... Je ne suis pas du tout commentateur ni connaisseur de Nietzsche. S'il y avait des éditions, s'il y avait des gens qui avaient une idée quelconque sur la signification de cette dernière phrase, il serait très avisé de me le dire. Et il séjournait dans la ville qu'on nomme la Vache Pie. La Vache Pie qui est mise entre guillemets. Ce mot, bon, c'est Gandillac. C'est Gandillac. Je me réfère, je me dis, c'est bizarre, la Vache Pie. La Vache Pie. On dit bien, je crois qu'on utilise cette expression pour les couleurs. C'est ça, des animaux qui ont plusieurs couleurs, en particulier pour les chevaux également, dans les juments. Mais il faudra savoir exactement à quoi ça correspond, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est cette vache. Alors je me suis référé donc au texte allemand. Le texte allemand est quelque chose qui n'utilise pas, parce que je voulais savoir si ce mot de pi, qui est rare en français, qui existe, mais qui est utilisé dans des occurrences très particulières, existait. Bon, c'est Bunt. Bunt, tu pourrais l'écrire là au tableau, parce que je me dis, Bunt coup, c'est la vache. Ensuite, je regarde, c'est Victor Arthur, c'est George Arthur Goldschmidt, il met lui tout simplement multicolore. Bon, en fait, c'est exact en allemand. Quand on utilise l'expression multicolore, on utilise bunt, généralement, je demande ça aux germanistes. S'il est pas possible, mais alors là voilà quelque chose qui pose un problème essentiellement linguistique mais également nietzschéen, qui est à la fois référentiel, biographique peut-être et géographique. Que peut signifier cette expression, la vache pie? Est-ce que ça a une relation quelconque avec quoi que ce soit, soit dans le paysage que fréquentait Nietzsche, et qu'il a indiqué lui-même d'ailleurs, lequel c'était dans Ex Homo, mais d'après Geneviève Bianchis avec certaines transpositions et des erreurs, ce paysage qui est celui de la Suisse méridionale avoisinant l'Italie donc du Nord, est situé à un endroit qui s'appelle, je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, parce que comme il y a un J à la fin, le J est toujours très difficile à prononcer. Est-ce que c'est sur l'ail ou sur l'ail? Je ne sais pas du tout. Comme c'est un mot suisse d'autre part, on ne sait pas très bien comment il se prononce. C'est S-U-R-L-I, où il dit avoir eu sa fameuse vision, non pas de Zarathustra, mais de sa vision de l'éternel retour, et à propos duquel, dit-il, Zarathustra vint à sa rencontre, et tout soudain, plötzlich, c'est-à-dire soudain, freundlich, c'est-à-dire amicalement, wurde eins von zwei, c'est-à-dire l'un se fit deux, und Zarathustra ging an mir vorbei, et Zarathustra vint à ma rencontre, et écrit-il dans un poème, un fragment de poème cité par Geneviève Bianchis. Donc il se promenait solitaire, il était là, il a une vision de l'éternel retour, de l'Ewigkeit, et Zarathustra vint soudain à sa rencontre. Maintenant c'est dit en mémoire. Dans Ex Homo, il dit qu'il a eu cette vision, cette conception de Zarathustra à un endroit qui est un peu plus éloigné,
qui n'est pas exactement ce site à l'intérieur des montagnes qui se trouve dans un petit endroit qui s'appelle Surlail, prononçons Surlail par conséquent, S-U-R-L-E-J, qui est avec des chalets de montagne, les montagnes couvertes de neige à l'horizon, mais plus loin, au bout d'une route qui se traverse d'ailleurs, qui part de cet endroit-là et qui va alors beaucoup plus loin à Rapallo qui se trouve au nord de Gênes et qui est sur la mer. Donc il situe dans Ecce Homo cette conception de Zarathustra à Rapallo qui est lui situé en Italie. Donc il y a, au bout d'une distance au bout d'un temps de plusieurs mois, de 2 ans, ou même 3 ans, entre 1881 et 1883. D'ailleurs, on reviendra un petit peu là-dessus, et sur une maturation, sur une gestation, si l'on peut dire, et transformation de 2 ans, c'est-à-dire pendant 2 ans dans lesquels il a ruminé. C'est pour ça qu'il se compare à un moment aux vaches qui ruminent. Deleuze avait repris cette expression d'ailleurs de la rumination de la vache, et il est certain qu'il y a quelque chose qui est très intéressant autour de la vache chez Nietzsche. C'est parce que c'est pas seulement la vache pie, que c'est pas seulement les vaches qui sont en Suisse, c'est en même temps la rumination de la vache qui est un petit peu la caractéristique consentie, intentionnelle, délibérément choisie de sa propre pensée. C'est dans ce sens-là que la pensée se tourne, se refait. Tu as raison de dire qu'elle est très différente d'une pensée dialectique ou d'une pensée démonstrative. C'est une pensée ruminante. C'est une pensée qui, par conséquent, est très proche également de celle de l'animal. Et alors, c'est le dernier point, c'était justement sur l'animal, parce que tu rappelles tout à fait justement au début que dans le prologue, il y a quelque chose qui est une confrontation entre l'homme et le singe au détriment du singe, donc le singe est considéré comme étant un être inférieur au singe, mais là, dans la métamorphose, dans une des métamorphoses, dans 2 des métamorphoses d'ailleurs, le chameau et le lion, sans compter d'autres choses, d'autres relations aux animaux dans Zarathustra où il y a l'aigle, le serpent, par exemple, mais il y a une confrontation très positive, très intéressante que Nietzsche fait relativement aux animaux, et que ce sont des métamorphoses. Mais c'est des métamorphoses, mais c'est également peut-être plus que des métamorphoses. Et là, si on peut choisir entre pour revenir et terminer là-dessus, entre les traductions qui sont faites par les différents auteurs, Goldschmidt, Geneviève Bianchis, mais encore, comme il y en a beaucoup d'autres, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas. Il serait bon de les reprendre et de les citer. Parmi ces traductions, la meilleure peut-être est celle que donne Gambillac, parce qu'en fait elle est deleuzienne, c'est-à-dire qu'au lieu de métamorphose, il prend des devenirs. Dans la traduction, il faudrait qu'il traduise par traduction. Oui, c'est ça. Il faudrait que j'ai la traduction. Mais la traduction Goldschmidt, je la prends. Je vous énonce 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit se transforme, c'est-à-dire muer, le verbe muer, se mue en chameau, le chameau en lion, et le lion, enfin, en enfant. Bon. Ensuite, alors prenons dans Geneviève Bianchis, c'était, alors l'allemand c'est
c'est wie der Geist, comment l'esprit, zum Kamele wird. Ah, mais via wird. Or là c'est Gandillac qui a raison, parce que, alors que Geneviève Banqui dit comment l'esprit se change en chameau, ainsi a-t-il rendu en enfant, Gandillac dit comment l'esprit devient chameau. Donc c'est bien un devenir. Et là, si l'on veut éclairer sa lanterne, il faut aller vers les devenirs deleuziens, tels qu'il les expose avec Guattari dans Mille plateaux, plutôt que d'aller du côté soit du symbole qui n'est pas du tout, soit de l'allégorie non plus qui n'en est guère, soit de la mutation ou de la façon de muer ou de changer qui est faible et qui ne traduit pas cette force qu'il y a dans le Zu-Wird qui se trouve en allemand, qui est beaucoup plus proche, à mon sens, de la signification de Nietzsche. Devient, il y a quelque chose qui est dans le devenir chameau, le devenir lion, und zum Löwen das Kamel, und zum Kinde zuletzt der Löwe. Donc il y a quelque chose qui est une succession de trois devenirs qui nous plonge d'emblée dans une logique des devenirs nietzschéennes et des devenirs animaux, qui est quelque chose de tout à fait différent et à mon sens de beaucoup plus créateur, beaucoup plus exaltant que cette idée de changement qui, par un coup de baguette magique, qui sont intéressants parce qu'ils peuvent exister aussi dans le conte de fées, avec l'action, j'ai parlé de la baguette magique qui va tout à coup changer, mais qui ne traduisent pas cette impulsion interne, ce mouvement interne qui, d'emblée, nous font pénétrer beaucoup plus dans le mouvement de la vie nietzschéenne et dans sa logique propre. Voilà les trois remarques que je voulais faire. Là, en ajoutant une toute petite chose, puisque quand il y a trois, il y a souvent quatre, c'est que j'avais pointé quelque chose qui peut être indicatif, mais je n'en sais rigoureusement rien, sur ce mot bunt, parce qu'il y a, qui donc va être traduit alors cette fois c'est Georges Arthur Goldschmidt par multicolore, parce que je trouve une indication très intéressante dans un autre chapitre qui se trouve au début du chapitre, au début de la partie 2, je crois bien que c'est la partie 2, oui c'est la partie 2, et qui page, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Ah, non, ce n'est pas là. Il faut que je trouve. C'est ça, page. Ça nous mènerait page 93. Page 93 chez Gandillac. Non, ce n'est pas page 93 alors. Ah, où c'est que ça peut se trouver? Parce que l'on parle il y a une notation, c'était uniquement pour mentionner la notation du mot arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel est effectivement tout ce qu'il y a de plus multicolore et de plus coloré. Je ne m'en rappelle plus, malheureusement. À la fin, j'aurais dû le noter d'une façon plus précise, où il y a une relation avec l'arc-en-ciel, où c'est ça. L'arc-en-ciel du surhomme, où il parle justement de l'arc-en-ciel du surhomme. Je ne sais pas exactement où c'est que ça peut se trouver. Mais également, il y a des choses qui peuvent faire partie du coloré. Par exemple, je vois là, au début de la deuxième partie, il y a des occurrences aussi qui sont très intéressantes. Lorsque l'on voit à la fin de la première page du premier discours, l'enfant au miroir,
Et à ces mots bondit Zarathustra, alors il dit, surpris, le regardèrent son aigle, il y a toujours des animaux donc, son aigle et son serpent, car semblable à l'aurore, là aussi l'aurore c'est souvent quelque chose de coloré, l'arc-en-ciel de rose, la façon dont l'aurore doit de rose, je veux dire la façon dont l'aurore colore les choses, car semblable à l'aurore, un heurt naissant sur son visage paraissait. Il y a chez Gandillac une volonté d'archaïsme intéressante parce que il faudrait être plus versé en langue allemande que je ne suis pour savoir où se trouve l'archaïsme du langage, mais très vraisemblablement, il y a un tour archaïque, ne serait-ce que dans le style invocateur, le style des stances, le style de la déclamation qu'il y a dans Zarathustra, qui est d'une poésie très particulière, qui n'est très évidemment pas, même pour un non-connaisseur, il est évident que c'est quelque chose de très différent, par exemple, du style démonstratif de Kant ou de Hegel. Bon, il y a quelque chose, ou des précédents livres de Nietzsche, bien qu'on avait vu en lisant à un certain moment quelques passages des intempestives, des considérations intempestives, inactuelles. On avait bien vu qu'il y avait des tours qui passaient difficilement dans la traduction prosaïque, que c'était des tours qui touchaient à la construction d'un langage poétique, donc qui n'était pas tellement éloigné non plus de ce qui va devenir le langage de Nietzsche dans Zarathustra. Oui, attendez, c'était ça, ou c'est que j'avais vu, oui, pourtant, non, je ne trouve pas ce surhomme, je ne trouve pas cet arc-en-ciel du surhomme, c'est tout à fait bizarre, je l'avais noté pourtant, mais enfin, je vais vous le signaler, cette présence aussi, cette relation à quelque chose qui était un coloré, un arc-en-ciel. Mais c'était uniquement pour essayer d'éclairer cette vache pie, cette vache multicolore. Et je répète ma question, d'où vient-elle? Quelle édition de Nietzsche a donné une note et un éclaircissement? Je te laisse la parole. Dans un certain sens, mais ce relativisme, s'il récuse l'absolu et toute réification des sens éternels, entre guillemets, ne nous voue pas au n'importe quoi, ou au tout de suite, débouchant sur une espèce d'existentialisme mondain et dérisoire de la société du spectacle, car au-delà de la critique se révèle la possibilité chez Nietzsche d'un nouveau sacré, engendré par la force de la volonté de l'artiste et du désir noble par-delà le bien et le mal. Donc, aux facilités de la libre pensée, et ça revient très souvent dans les textes de Nietzsche, comme aux consolations de la foi, ce penseur à coups de marteau, qui est iconoclaste au fond, c'est-à-dire briseur d'idoles, au sens littéral du terme, oppose la terrible exigence de la véracité qu'on retrouvera chez Foucault et qui est bien sûr très nietzschéen et pas du tout hegelien sur ce point. Alors, le jeu et l'enjeu de ce séminaire sur les métamorphoses du divin et de la vie, c'est comprendre Nietzsche. Ce n'est peut-être que parcourir avec lui l'itinéraire existentiel qui, récusant toute pédagogique, sera en un sens une manière postmoderne et personnelle de tuer le Dieu de la révélation qu'on n'a pas fini de tuer à travers ces trois métaphores. Cette pensée nietzschéenne récuse à l'avance tout compromis.
car elle place chacun de nous en face de lui-même, dans un face-à-face qui est encore plus terrible que l'hétérotopie du miroir, ou la fausse hétérotopie du miroir dont parlait Michel Foucault dans un petit texte à Tunis, prononcé en 1967 sur l'hétérotopie ou espace. Son caractère engagé, entre guillemets, ne l'a fait nullement sombrer dans le jeu d'une brillante rhétorique sentimentale, et encore moins dans l'esprit de système qui est cher à Hegel, à Spinoza ou à Leibniz. Et c'est ce qui est très difficile chez Nietzsche, comme d'ailleurs chez Benjamin, c'est cet esprit très subtil qui refuse de se laisser emprisonner dans une camisole de force du système, mais aussi dans une rhétorique brillante et superficielle. Être inactuel, au sens où Nietzsche l'entend, ce n'est pas seulement penser et vivre contre son temps, être dans l'anticonformisme dont parlait Benjamin. Notre méthode, à la Descartes, fait surgir problèmes et perspectives, remet en perspective dans une espèce d'approfondissement philosophique de l'existence vécue. Car chez Nietzsche, on ne peut séparer dans l'œuvre, séparer ce qui vit et ce qui se dit. C'est pourquoi, à la différence notamment des philosophies spinozistes, kantiennes et hegeliennes, la philosophie nietzschéenne demeure inaccessible à une pure connaissance de l'entendement. Si ainsi parlait Zarathustra, ce que Nietzsche dit de Ainsi parlait Zarathustra, c'est ce livre pour tous, qui est demeuré en fait, dit Nietzsche, un livre pour personne. Et là, vous ouvrez les guillemets, livre pour tous, vous ouvrez les guillemets, et vous fermez, livre pour personne, c'est l'expression de Nietzsche. C'est ce pourquoi on n'a pas l'expérience vécue, on n'y a pas accès, dit Nietzsche. Pourtant, à qui sait lire et décrypter entre les mots et les choses, on retrouve, il est très admirateur d'Héraclite, qui lui, contrairement à ce que disaient les Grecs, ses contemporains, Héraclite n'est pas obscur pour lui. Il y a de très belles pages dans la philosophie à l'époque tragique des Grecs sur Héraclite, où Nietzsche est très proche en un tout autre sens. Elles trahissent un certain degré de renoncement de la volonté de vie à elle-même. Pour que du vrai et donc de la vie soit possible, il faut que d'autres modes de la vérité ou d'autres valeurs soient anéantis. Il faut, pour employer un terme plus moderne, il faut une forclusion de certaines formes du vrai pour que d'autres voient le jour. Voici ce que dit Nietzsche dans un texte, d'ailleurs, je ne sais même plus où je l'ai tiré, mais enfin, peu importe, ouvrez les guillemets. Considérons enfin quelle naïveté il y a à dire. L'homme devrait être fait de telle manière. Point d'exclamation. La réalité nous montre une merveilleuse richesse de types, une exubérance dans la variété et la profusion des formes, et n'importe quel pitoyable moraliste des carrefours viendrait nous dire, non, l'homme devrait être fait autrement. Il faut donc, pour Nietzsche, distinguer entre le vrai, comme production d'un discours, effet des valeurs, le vrai, et le distinguer de la vérité de la vie, de la volonté de puissance, de l'éternel retour, qui ne fait jour que dans certains discours et pratiques. On l'a accusé de relativisme et de nihilisme, la citation de départ, encore moins échapper à toute temporalité, c'est-à-dire être en dehors de son temps. Cela suppose, selon Nietzsche, une réforme de la temporalité elle-même. Et donc, par sa radicalité, la critique nietzschéenne à coup de marteau, pour reprendre une formule célèbre, semblable en cela à la critique freudienne, interdit les fausses solutions du nihilisme passif contemporain. Car les valeurs sont à la fois constitutives de la réalité et fausses, illusoires, ce sont des idoles, pour reprendre la terminologie nietzschéenne. L'idole est l'unité d'une forme de la volonté de vérité et de l'erreur qu'elle exprime. Donc,
Et c'est ça qui est complexe, au fond, c'est cette distorsion. Le monde ne peut se ressembler à nos yeux, ces divers composants tisser une cohérence qu'à la condition qu'un réseau de valeurs assure a priori cette cohérence. Les valeurs permettent dans une culture donnée l'apparition du vrai, de la véracité, et pas de la vérité avec un grand V qui lui rappelle chez Nietzsche trop la théologie et la métaphysique. Elles sont erreurs.